Dans certaines parties du pays, on nie toujours l'existence de la maladie, alors que la prise en charge à domicile s'impose désormais face à la saturation des hôpitaux. Il y a naturellement des risques de contagion dans la famille et surtout la stigmatisation. Comment les minimiser? Alors, comment les minimiser? C'est une question qui n'est pas simple, mais ça montre justement que là aussi, on a sous-estimé cette dimension communautaire. Mais cette dimension communautaire, en même temps qu'elle est importante, elle nécessite une méthodologie qui doit être la plus rigoureuse. Et là, on doit faire appel à des sciences, qui sont des sciences humaines et sociales. J'entends par sciences humaines et sociales les compétences des sociologues, des anthropologues, des leaders de la communauté, des experts de la communication, des relais communautaires, des experts en santé communautaire, qu'on ait vraiment des modules qui soient clairement explicités et que ces modules clairement explicités soient adaptés à chaque type de population, puisqu'on ne peut pas avoir un discours général et vouloir qu'il soit valable pour quelqu'un qui vit dans la banlieue ou versus quelqu'un qui vit dans des endroits cossus de Dakar. Et il faut vraiment qu'il y ait une vraie présence, une vraie animation, ce qui suppose que dans chaque rue, dans chaque quartier, on ait suffisamment organisé les choses pour avoir des gens qui ont cette compétence et ces gens qui ont ces missions, qui diffusent les informations, qui évaluent l'impact de ce qu'ils ont fait. Parce qu'il ne sert à rien de croire que parce que j'ai informé les gens, que ça y est, j'ai réglé le problème. Et une fois qu'on aura fait ça, ce système d'évaluation nous permettra de voir que, tiens, on a maintenant beaucoup plus de gens qui portent le masque, beaucoup plus de gens qui ont certains gestes barrières, beaucoup plus de gens qui vont alerter tôt parce qu'ils ont des symptômes. Et ça peut être un indicateur, mais on n'a pas fait tout ça. On pense que mais est-ce qu'on ne gagnerait pas à suivre, par exemple, l'exemple de la Côte d'Ivoire? Le président Alassane Ouattara, depuis plus d'un mois, a fait installer un peu partout dans le pays les centres de dépistage anonymes et volontaires pour essayer quand même de contenir cette maladie. Est-ce que cela est applicable chez nous, en l'état actuel de la situation? Bien entendu. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire font partie des deux pays de l'Afrique de l'Ouest qui, en termes notamment de ressources humaines et de potentiel, se ressemblent beaucoup. Ce que la Côte d'Ivoire peut faire, le Sénégal peut le faire. C'est ce que je disais. Nous avons tellement d'experts dans ce domaine-là et en vérité, nous rendrons complexe une situation qui ne l'est pas. Des tests de dépistage peuvent être beaucoup plus accessibles qu'on l'imagine. Il faut simplement avoir la vision, avoir la volonté et le mettre en place. Aujourd'hui, il nous faut absolument aller vers la décentralisation de ces tests. Il faut que ça revienne au niveau des districts. Il faut que ça revienne au niveau de la communauté. Et qu'on puisse sensibiliser les gens, comme vous dites, à aller se faire dépister. Mais comme vous l'avez dit vous-même, s'il faut aller se faire dépister en 2 ou 3 lieux pour l'ensemble du pays, avec des retards qui sont incommensurables, évidemment, c'est peine perdue. Donc, il faut complètement changer de fusil d'épaule. Encore une fois, mettre à contribution les dizaines et des dizaines de ressources humaines qui ne participent simplement pas à la lutte contre la COVID et qui pourtant ont une expertise avérée, reconnue au plan international. Absolument. Alors, professeur Abdul-Kane, parcours de soins, gestion de la COVID, conséquences sur les maladies non transmissibles, nous n'en avons pas parlé, ce sera l'objet d'une autre interview, mais nous avons quand même évoqué les aspects pratiques, c'est-à-dire techniques et administratifs. On vous connaît surtout pour votre professionnalisme, mais votre grand penchant pour l'éthique. Alors, quelle place pour l'éthique dans ce que nous venons d'évoquer? L'éthique, si on devait la définir, c'est tout ce que nous mettons en œuvre au service de la communauté. Et l'éthique médicale, puisque quand on parle d'éthique médicale, on a finalement comme ligne de mire le patient, sa famille, son entourage, c'est tout ce qui doit être mis en œuvre pour que le patient retrouve son autonomie, sa dignité, son implication. Et l'éthique veut dire, bien entendu aussi, que nos comportements soient justes, qu'on se remette dans l'équité et qu'on puisse donner les mêmes chances aux riches qu'aux pauvres. Et justement, cette pandémie
aurait pu justement nous mettre dans une posture plus éthique, dans des approches un peu moins politiciennes, en étant un peu moins dans le sensationnel. Parce que cette pandémie nous dit que nous aurions pu avoir plus d'empathie vis-à-vis des couches les plus vulnérables, les accompagner. Vous avez vu tout le tollé qu'il y a eu lorsqu'il a fallu distribuer du riz. Et on s'est retrouvé avec les mêmes bons vieux réflexes politiciens. Moi, j'ai encore ces images, je crois que les gens, il faut ne se rendre pas compte, où vous avez les dignitaires avec leurs masques à contempler les sacs de riz qu'ils vont distribuer, et à quelques jets de pierre plus loin, vous aviez le peuple qui attendait, bien sûr sans masque, les quelques miettes qu'on va lui donner, bien sûr sans geste barrière et du point de vue pédagogique, alors que ce n'est pas ça l'éthique. L'éthique, pour une démocratie, pour un pays, c'est tout simplement faire en sorte que chaque citoyen retrouve sa dignité, son autonomie. Donc, nous ne sommes pas en train de faire manier les gens. Nous restituons aux gens ce qui leur appartient. Et l'éthique médicale, c'est fondamentalement ça. C'est-à-dire que moi, médecin, je ne suis pas supérieur à mon patient. Mon patient doit être autonome et je dois lui rendre cette autonomie et que nous traitions d'égal à égal. Et on a bien vu ici qu'on est resté très vertical dans les approches. On est même resté parfois un tout petit peu autoritaire au début, paternaliste après, avec un discours un peu plus du sensationnel de la communication. Et on a oublié l'éthique de côté et je crois que c'est un peu tout ça qui nous rattrape. Et les textes de l'ordre des médecins font de la corporation la plus haute autorité en matière médicale et le Conseil des pouvoirs publics en matière de santé publique. On a vu en France que le rôle que l'ordre des médecins a joué dans la gestion de la pandémie, allant même jusqu'à intenter des actions judiciaires contre l'État. Nous n'avons pas entendu leur homologue sénégalais. N'est-il pas temps, après 54 ans d'existence quand même, de revoir les textes de la structure ordinale pour moraliser la profession et pousser les praticiens à remplir normalement le rôle qu'ils ont librement choisi de jouer dans la société, à savoir écouter, soigner, dans le strict respect des droits et de la dignité humaine, comme vous le dites. Oui, alors je crois que dans votre question, il y a, on va dire, deux aspects qui se rapprochent, mais qui ne se confondent pas toujours. Il y a la déontologie et la dimension éthique. La déontologie, vous l'avez dit, nous avons des ordres, un code de déontologie qui est presque aussi vieux que nos indépendances et qui, malheureusement, n'est pas mis à jour. Et il est important, effectivement, que nous ayons enfin une mise à jour régulière basée sur une discussion large et consensuelle de nos codes de déontologie et que nos ordres, notamment dans nos pays francophones, jouent un rôle beaucoup plus important, en fait, doit être d'ailleurs le rôle des ordres. Je vois, par exemple, dans certains pays anglophones, tout près d'ici, que les ordres jouent un rôle fondamental et ont un droit de regard sur tout, y compris même sur les curricula de formation des médecins. Je crois que nos ordres ont encore à se bâtir autour de ce socle-là pour qu'ils puissent jouer leur rôle et occuper la place primordiale qui doit être la paix. La deuxième dimension que vous évoquez, c'est la dimension éthique. Même si un code de déontologie n'est pas mis à jour, même si la loi ne l'exprime pas clairement, exercer la médecine de la façon la plus loyale, de la façon la plus juste, assumer ses responsabilités en mettant, s'il le faut, l'autorité devant ce qui doit être sa mission première, comme l'ont fait ailleurs des ordres vis-à-vis de cette pandémie, on n'a pas besoin de texte pour légiférer par rapport à ça, puisque c'est notre conscience de médecin, c'est notre éthique de médecin qui doit nous guider, ou de citoyen tout simplement. Oui, donc l'un mis dans l'autre, nous devrions, je crois, renforcer nos ordres. Je sais qu'il y a des efforts qui sont faits dans ce sens, mais je pense qu'il y a encore un long chemin. Et il faut absolument que les médecins, parce que je suis certes médecin, mais si j'ai écrit un livre sur l'éthique, c'est parce que je suis conscient d'un fait. La dimension éthique de l'exercice médical est un parent terriblement pauvre dans l'exercice de la médecine. Dans les curricula de formation, je suis enseignant et que je sache, on n'a quasi pas plus d'1% de l'éthique enseignée dans les curricula de formation, et ceci expliquant cela, la notion de l'éthique, l'appropriation de l'éthique ne se fait pas comme elle se devrait au niveau des professions de santé. Donc, vous avez parfaitement raison, et nos ordres devraient être des leviers importants de la promotion de l'éthique, mais pas seulement les ordres,
puisque les citoyens, les organisations de la société civile et toutes les associations professionnelles en santé, notamment, devraient jouer ce rôle-là. Professeur Abdul Kane, merci beaucoup. C'est moi. Merci beaucoup.